Ah, ce bruit. Clac. La porte qui se referme. Et là, ce petit frisson, vous savez. Les clés restées à l'intérieur. C'est le moment de panique absolue, non? Qui n'a jamais eu cette angoisse, au moins en pensée? Le cœur qui bat, le cerveau qui imagine déjà le pire, c'est une petite misère assez universelle finalement. Alors aujourd'hui, justement, on va se plonger dans des extraits d'un document qui s'appelle Ouvrir une porte claquée sans clé. L'idée, c'est simple, on va essayer d'en tirer toutes les infos pratiques, les étapes importantes pour se sortir de ce pétrin. Notre mission, si on peut dire, comprendre ce qu'on peut faire, des astuces maison jusqu'à l'appel au serrurier, mais attention, en se basant uniquement sur ce que dit ce texte. Oui, et c'est intéressant parce que d'emblée, cette source souligne un point mais vraiment essentiel, avant même de tenter quoi que ce soit. C'est l'identification. Il faut absolument savoir à quel type de porte et surtout à quel type de serrure on a affaire. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que toutes les portes ne réagissent pas pareil, évidemment. Une porte simple, une porte blindée, une serrure basique ou de sécurité. Ça change tout. C'est vraiment le point de départ obligé selon ce document. D'accord, donc avant de paniquer et de, je sais pas, vouloir défoncer la porte, mauvaise idée, j'imagine. Ah oui, très mauvaise idée. D'accord. La première étape, selon cette source, c'est un peu comme un diagnostic rapide. C'est exactement ça. Le document nous dit analyser. Porte simple, bois, PVC, ce genre de choses, ou porte blindée. Ça, c'est la première question. Ensuite, deuxième question, et elle est capitale, comment elle est fermée? Est-ce que c'est juste le pêne, le petit loquet sur le côté qui est sorti parce qu'on a claqué la porte, ou est-ce qu'on a fermé à clé avant? Le texte dit que cette différence, elle est fondamentale. Et pourquoi c'est si important? Parce que, selon le document, une porte qui est juste claquée, où il n'y a que ce pêne demi-tour qui la tient, c'est le scénario, disons, le plus facile. C'est là, et seulement là, que les méthodes simples, les trucs qu'on peut essayer soi-même, ont une chance de marcher. C'est le cas optimiste, si vous voulez. J'imagine que pour les autres cas, la source est moins encourageante. Beaucoup moins, oui. Et c'est un avertissement assez clair dans le texte. Si c'est une porte blindée, même juste claquée, ou si c'est une porte qui a été verrouillée à clé, là c'est le pêne dormant, le gros pêne qui est sorti, ou encore si la serrure est complexe, genre multipoint, là la recommandation du document est très ferme. Appelez un serrurier pro. Essayez soi-même dans ces cas-là, non seulement ça marche rarement, mais en plus on risque vraiment d'abîmer quelque chose. La porte, le cadre, la serrure. Donc ce diagnostic initial, il conditionne tout le reste en fait. C'est noté. L'évaluation d'abord, pour pas faire pire que mieux. Bon, admettons on est dans le cas optimiste. Porte simple, juste claquée. C'est là que ça devient pratique. Quelles sont ces fameuses techniques maison que le texte décrit? La plus connue, c'est la carte de crédit, c'est ça? Tout à fait. C'est vraiment la méthode emblématique que le document détaille. Il faut une carte plastifiée, oui, assez rigide, mais fine. Une vieille carte bleue, une carte de fidélité, ce genre de truc. La source explique comment faire, c'est assez précis. Il faut glisser la carte dans l'espace entre la porte et le cadre, le chambranle, juste au niveau du pêne. D'accord, entre la porte et le bois du cadre. Exactement. Et une fois qu'elle est insérée, il faut la bouger, donner des petits coups secs vers le bas, tout en remuant la carte, ou faire des va-et-vient rapides. Le but, tel que décrit, c'est de faire pression sur la partie en biseau du pêne. C'est cette partie inclinée qui fait que la porte se claque normalement. Avec la carte, on essaye de le forcer à rentrer dans la serrure, et hop, la porte s'ouvre. C'est une action directe sur ce pêne-là, le demi-tour. C'est assez malin quand même d'utiliser un objet qu'on a souvent sur soi. Et le texte parle d'autres objets du même genre. Oui, il y a une alternative mentionnée dans la source qui est assez surprenante, une radio médicale. Une vieille radio? Une radio. Ah oui. Apparemment oui. Le document suggère que sa combinaison de finesse, de souplesse et quand même d'une certaine rigidité serait idéale pour cette technique. On la glisse au même endroit et on essaie de repousser le pêne de la même façon. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le texte pointe du doigt ces usages détournés d'objets courants. Ça révèle une sorte de petite faille des systèmes simples face à un peu d'astuce. Mais l'objectif est toujours le même. On vise le pêne, pas du tout le cylindre où on met la clé. Une radio. Fallait y penser, bon, mais soyons honnêtes, qui se balade avec une vieille radio sur soi? C'est sûr. Et même avec une carte, j'imagine que ça ne réussit pas à chaque fois. Si ça marche pas, ou si on n'a rien de tout ça,
est-ce que la source donne un plan C avant de devoir appeler à l'aide? Oui, oui, le texte va un peu plus loin. Il mentionne d'autres outils improvisés, peut-être plus faciles à trouver ou à bricoler. Il parle d'utiliser une épingle à cheveux nœuds, une fois dépliée, ou un petit crochet en métal, ou même un bout de fil de fer assez costaud. Ah, d'accord. Et là, on fait comment avec ça? Alors là, la méthode décrite est différente. On ne cherche plus à pousser le pen depuis l'extérieur. L'idée, selon la source, c'est d'insérer ces objets très fins, parfois en les tordant un peu, directement dans le trou de la serrure, là où on met la clé, quoi. Et là, le but est bien plus ambitieux. On essaye de bouger les petites goupilles à l'intérieur, de manipuler le mécanisme pour faire comme si on avait la clé. C'est une sorte de crochetage très très basique. Attendez, là on passe de pousser un loquet à essayer de crocheter la serrure avec une épingle à cheveux. Ça m'a l'air beaucoup plus compliqué, ça. Ah bah oui. Surtout si on est énervé devant sa porte. La source dit si on a des chances de réussir. Vous touchez un point essentiel, que la source souligne elle-même. Le document est très clair là-dessus. Ces méthodes où on entre dans la serrure, ça demande beaucoup plus d'habileté, de patience, de feeling en fait. Le succès est loin, mais alors très loin d'être garanti. Surtout avec les serrures modernes, même simples. La source dit bien que même si on essaie sérieusement ces techniques, il y a de fortes chances qu'on doive quand même finir par appeler un serrurier. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien, indirectement, la complexité même d'une serrure de base. Elle est faite pour résister à ça. Essayer avec une épingle, comme le décrit le texte, ça met en lumière cet équilibre entre sécurité et possibilité de contournement très limitée pour le commun des mortels, disons. D'accord. Donc en résumé, les astuces maison, c'est un peu la loterie, surtout si on s'aventure vers l'épingle à cheveux. Alors au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On sent bien que le document nous oriente vers une solution plus sûre quand ça se complique. Il y a un moment où il faut savoir arrêter les frais, en quelque sorte. Absolument. Le texte est très pragmatique à ce niveau-là. Il trace une ligne assez claire. Il dit qu'il est fortement recommandé, voire nécessaire, d'appeler un serrurier professionnel dans des cas précis. 1. Si c'est une porte blindée qui est claquée, même si elle n'est pas verrouillée à clé. 2. Si la serrure est complexe ou de haute sécurité. Et 3. Évidemment, si toutes les méthodes maison, carte, radio, épingle, ont échoué, même sur une porte simple. Dans ces cas-là, insister, c'est prendre le risque de faire des dégâts coûteux. Mais le document liste plusieurs avantages qui pèsent dans la balance. Premièrement, l'expertise et le matériel. Un bon serrurier, il sait faire, mais il a aussi des outils spéciaux, bien plus efficaces qu'une carte de fidélité ou un fil de fer, des outils faits pour ouvrir sans casser. Deuxièmement, le temps et l'efficacité. Avec son expérience, il va souvent beaucoup plus vite que nous avec nos tentatives, parfois désespérées. C'est vrai. Et troisièmement, et ça, la source insiste dessus, c'est peut-être le plus important, il préserve le matériel. Le but d'un pro, c'est d'ouvrir proprement, sans abîmer la serrure, sans rayer la porte, sans forcer le cadre. Ça évite d'avoir à payer des réparations derrière qui peuvent coûter bien plus cher que l'intervention elle-même. Ce calcul risque-bénéfice est assez parlant, effectivement. C'est un peu ça, oui. Et si on met les choses en perspective, comme le suggère le texte, c'est une question de gestion du risque. Essayer soi-même, ça semble gratuit au début, mais si on abîme la serrure ou la porte, surtout si c'est du solide, la facture finale peut grimper très vite. L'intervention du pro, même si elle est payante, le document la présente comme un investissement pour la sécurité et la tranquillité, surtout dans les cas difficiles. Oui, on paye pour une expertise qui évite des ennuis plus gros. Et vous aviez mentionné aussi que la source dit que le serrurier peut faire plus que juste ouvrir la porte, qu'il peut aussi conseiller pour éviter que ça recommence. Exactement. Ça, c'est intéressant, pour ne pas revivre la même galère. Quels conseils sont évoqués? Oui, c'est un point abordé par le document. Une fois que la porte est ouverte, que le stress est retombé, le serrurier, avec son savoir-faire, est bien placé pour donner des pistes pour l'avenir. C'est une occasion d'améliorer les choses. La source donne même un exemple concret de ce qu'un pro pourrait suggérer. Installer un système de verrouillage à poignée intérieure. Le texte ne détaille pas la technique, mais on comprend l'idée. Avoir un mécanisme qui, soit empêche la porte de s'enclencher si on n'a pas la clé, soit offre une solution pour ouvrir plus facilement de l'intérieur, ou qui évite ce blocage accidentel. C'est une piste vers des solutions plus pérennes que la source propose. Très bien. Alors, si on essaie de résumer les points essentiels qu'on a tirés de ce document, ouvrir une porte claquée sans clé. Le message principal, c'est d'abord évaluer, savoir quel type de porte, quelle serrure et si c'est juste claqué ou verrouillé. C'est l'étape 0, cruciale selon le texte. Ensuite, si on est dans le cas simple, porte normale, juste claquée, il y a des méthodes maison, la carte, la radio pour pousser le pen, ou alors, plus délicat, l'épingle, le fil de fer dans la serrure. Mais bon, succès pas garanti. Et enfin, le document est clair.
Porte blindée, serrure compliquée, ou si les méthodes simples ont échoué, là, il faut appeler un pro. C'est la garantie d'une ouverture efficace et sans tout casser. C'est bien ça l'esprit. C'est une excellente synthèse, oui. Le message clé qui ressort de ces extraits, il est double en fait. D'un côté, il y a une forme de démystification pour le cas le plus courant. Oui, le document dit qu'on peut parfois se débrouiller seul avec des astuces simples pour une porte claquée standard, c'est plutôt rassurant. Mais de l'autre côté, le texte insiste vraiment sur l'importance de connaître les limites de ces astuces et de reconnaître la complexité de la sécurité de nos portes. Il appelle à la prudence et à reconnaître la valeur de l'expertise d'un professionnel dès que ça sort du cas simple, surtout pour les portes blindées ou les serrures de sécurité. Ça soulève une question importante qui est un peu en filigrane dans le texte, sur notre rapport à la technique en fait. Où s'arrête notre capacité à faire nous-mêmes et quand est-ce qu'il devient plus sage, plus sûr de faire confiance à un spécialiste pour ne pas transformer un petit souci en gros problème. En crise, de savoir comment ouvrir cette porte, le document nous pousse un peu à penser autrement. Plutôt que de chercher la solution seulement après le problème, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger plus en amont? Quelles habitudes toutes bêtes, vérifier ses clés avant de tirer la porte, ou quel système, comme cette poignée intérieure évoquée, pourrait nous éviter complètement de revivre ce moment de stress? La vraie clé, au fond, c'est peut-être celle qui reste dans notre poche grâce à un tout petit peu d'anticipation, non?